Gilbert, on dit que les contes de fées se terminent souvent par « ils s'aimèrent et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps ». Mais dans la vraie vie, est-ce que l'amour peut durer vraiment toute la vie? Si on regarde juste les chiffres en France, par exemple, les statistiques de l'INSEE disent que 45% des mariages se terminent par un divorce en moyenne au bout d'une quinzaine d'années. Mais attention, c'est une statistique, pas une norme. Ça ne comprend pas les couples non mariés. Et surtout, il y a des couples qui vont se séparer beaucoup plus tôt, tout en s'aimant, par exemple, et d'autres couples qui vont rester toute la vie ensemble, en s'aimant ou même sans s'aimer. Ce qui est sûr, une chose est sûre, c'est que les premières années d'une relation de couple est un cap très important durant lequel l'amour durable pourrait s'installer. Alors justement, qu'est-ce qui se passe biologiquement pendant ces années charnières? La science nous dit qu'on distingue deux phases. La première phase, c'est la phase qu'on peut appeler passionnelle, le début de la relation. Dans cette phase, la nouveauté et le plaisir vont inonder notre cerveau de dopamine. Et la dopamine, ça nous dope. Donc, on est en forme et il y a aussi de l'adrénaline, on est boosté, on est très bien, le cerveau en redemande. Mais attention, le cerveau, il va réagir dans ces moments-là un peu comme si on était addict. Vous savez, un peu comme si on a envie de chocolat ou de graines de chia ou de lait matcha ou de drogue ou des choses comme ça. La différence avec l'addiction, c'est que le cerveau va repérer qu'il est en sur-régime et il se dit... C'est sympa cette affaire, mais c'est un peu épuisant toute la vie. On ne dort pas de la nuit, on a des cernes, on est crevé, on pense qu'à l'autre. Et un peu à la fois, il va réguler. Et progressivement, comme vous voyez, ça diminue. Et cette phase-là, ça dure entre 6 mois et 3 ans selon les personnes. Pourtant, il y a des personnes qui disent continuer de s'aimer bien au-delà après cette phase. Ça, c'est lié à la deuxième phase qui est la phase de l'attachement qui s'installe très lentement, très progressivement. Là, ce sont d'autres molécules qui sont sécrétées. L'ocytocine, qui est connue comme étant l'hormone de l'attachement, surtout chez la femme d'ailleurs, et la vasopressine, qui est connue aussi pour avoir un rôle dans l'attachement et dans la fidélité. Ces deux hormones sont sécrétées sous l'effet d'une stimulation, surtout le contact physique, les caresses, les câlins, les moments d'intimité et de sécurité, pas juste de l'intimité. Et progressivement, cet attachement va s'installer. Et donc, on passe de quelque chose qui serait un peu un feu d'artifice vers une relation plus profonde. Alors, pourquoi justement des couples se séparent juste après la fin de la passion? Il y a une phase qui est assez perturbante. C'est cette phase où les deux courbes se croisent. Et ce que je vois le plus auprès de mes patients, c'est quand la phase passion est en train de se réguler progressivement, celle de l'attachement s'installe, ça peut donner une fausse impression que l'amour est en train de s'atténuer, il est en train de s'éteindre, alors qu'en fait, il est juste en train de changer. Puis il y a des situations où il y a une personne qui s'est attachée moins vite que l'autre, et donc ça perturbe, ou des situations où la passion a diminué avant qu'on ait eu la possibilité d'installer l'attachement. Mais ça veut dire que quoi qu'il arrive, la passion, quand on regarde votre courbe, elle finit par s'éteindre, à la fin, il n'y a plus de passion? C'est vrai que sur la courbe, on a l'impression que la passion s'arrête à la fin. Si on ne fait rien, effectivement, elle va rester très basse. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire quelque chose pour que cette passion puisse revenir par moments, un peu comme des vagues de passion, tout en gardant l'attachement. D'ailleurs, il y a des études auprès de couples qui sont ensemble depuis plus de 20 ans, qui se disent encore amoureux, où l'imagerie cérébrale permet de voir que les zones cérébrales s'allument de la même façon qu'un jeune couple, juste en voyant la photo de leur partenaire. Donc oui, la passion peut durer à condition d'y travailler. Clémentine, je peux me permettre de demander depuis quand vous êtes mariée? Moi, je suis mariée depuis 34 ans, mais je trouve que la passion, comme son nom l'indique et son étymologie, ça consiste à souffrir avec l'autre. Donc la passion, dans une histoire amoureuse, est une chose marginale du début, où en effet, on souffre ensemble et on a des sensations extrêmement intenses, et il n'est pas dans la nature des choses et d'une vie entière de mariés de subir ça H24. Et j'allais dire, tant mieux. Mais le croisement de vos couples, c'est quand madame constate que monsieur passe jamais l'aspirateur et fait pas la vaisselle. Alors là, il n'y a pas d'histoire d'ocytocine, c'est tout simplement que on se fichu Chacun a d'elle. cette définition de l'amour et du couple, ma chère Clémentine. Et justement... Un mélange d'aspirateur et d'ocytocine, je dirais. Oui, l'aspi-ocytocine, ça c'est peut-être un nouveau concept. Alors, dans l'intervalle, comment on fait pour relancer la passion, justement? Oui, il y a plusieurs conseils que beaucoup de personnes connaissent. Continuer à faire un jeu de séduction, ne pas considérer que c'est acquis, etc. Il y a 3 choses qui sont prouvées par la science. La première, c'est d'apporter de la nouveauté. Je vous ai dit au début que ce qui stimule la dopamine, c'est la nouveauté. Ça peut être
une nouveauté osée sur le plan sexuel, mais ça peut être simplement changer le script sexuel, essayer une nouvelle recette de cuisine à deux, une nouvelle activité, du moment que c'est une nouveauté partagée. La deuxième chose qui marche très bien, c'est de continuer à favoriser l'ocytocine. Cet attachement qu'on a. Et comment? Le contact physique, le câlin, garder de l'intimité et le sentiment de sécurité. Et la troisième chose, c'est de communiquer et de continuer à s'admirer, dire les choses positives, pas juste dire ce qui ne va pas à l'autre personne. Tu as bien passé l'aspirateur, mon chéri. Voilà, c'est bien. Et je vous donne un petit conseil que vous pouvez faire. Si vous êtes en couple, essayez ce petit test. Vous notez sur une feuille 2 choses physiques, non physiques, que vous aimez chez l'autre. Et vous demandez, et aussi vous notez 2 choses que vous pensez que l'autre aime bien chez vous. Et vous échangez les papiers, vous allez avoir des belles surprises. Vous ferez le test, Clémentine, et vous nous direz ça la semaine prochaine. Non, je crois Donc pas, finalement, l'amour a une date de péremption, comme les yaourts, mais on peut la repousser, comme les yaourts. C'est un peu ça, c'est un peu comme un yaourt, l'amour. En fait, je dis souvent que ce n'est pas un miracle définitif, c'est une sorte de dynamique active, c'est une sorte de mouvement perpétuel. Donc effectivement, il pourrait ne pas durer éternellement, mais on pourrait le faire durer encore et encore, si on le souhaite. Eh bien, merci de tous ces précieux conseils, Gilbert, qu'on va tous appliquer dès ce soir. Clémentine, c'est à vous. Oui. Et c'est parti, Je ne suis jingle. pas Pardon. du tout d'accord avec tout ça. Alors Clémentine, vous allez nous parler du célèbre pétomane du Moulin Rouge, Joseph Pujol. Et ce n'est pas une blague, à la fin du 19e siècle, tous les Parisiens le connaissent et vous allez nous raconter son histoire. Eh oui, voilà une histoire qui manquait à votre culture générale, messieurs, dames. Alors, Joseph Pujol, qui est-ce? Il est né à Marseille en 1857. Et alors qu'il est encore un petit garçon, il fait ce qu'on a tous fait, il va se baigner sur une des plages de Marseille, il se bouche le nez, il va sous l'eau, et là, il réalise avec stupeur et tremblement probablement que son estomac se remplit d'eau. Oui, il a cette capacité étrange à pouvoir avaler l'eau par l'anus et l'air quand il est hors de l'eau, naturellement. Parce qu'en fait, finalement, quand on parle de pétomanes, eh bien, les pétomanes ne produisent pas forcément plus de gaz que les autres. En fait, ils avalent ou aspirent volontairement de l'air, parfois même relâchent de façon contrôlée leur sphincter anal. Ensuite, ils le stockent dans le rectum et le relâchent progressivement. Leur particularité, eh bien, c'est surtout un contrôle musculaire très précis, un peu comme un travail du périnée. Et pour ce qui est de l'odeur, eh bien, ça va dépendre évidemment de leur alimentation. Certains aliments, comme les légumineuses, les choux, les brocolis, fermentent dans le côlon, et ça c'est valable chez tout le monde, et peuvent être responsables de la mauvaise odeur caractéristique. Ah là là, alors j'ignore si Joseph Pujol émettait des paix odorants ou pas. En tout cas, il va gagner sa vie en pétant, ce brave homme, c'est le cas de le dire. Alors, quand il constate qu'il peut à la fois péter à volonté et qu'il peut aussi interpréter un certain nombre de mélodies en pétant, par exemple au clair de la lune, comme ça devait être joli, eh bien, ça plaît naturellement, ça plaît à son entourage. Alors, ça va plaire où? D'abord à ses voisins de chambrée quand il fait son service militaire. Et du coup, il va commencer à faire des petites salles dans le Midi, des petites salles modestes. Mais en 1890, il arrive à Paris au Moulin Rouge, qui est quand même la salle de spectacle la plus cotée, la plus courue de Paris. Et alors là, il va avoir un certain nombre de succès, naturellement. Alors, par exemple, il fait le P de la jeune fille, le P de la femme mariée et le P de la belle-mère. On serait curieux de savoir quelle est la différence, la gradation. C'est peut-être en force, en puissance, en odeur, allez savoir. Donc, il fait ça. Alors, il a aussi un petit répertoire militaire, alors sonnerie d'infanterie ou artillerie, coup de tonnerre. Et alors, il a un grand tube, son tube digestif, oui, c'est le moment de le dire. Son grand tube, c'est qu'en fait, il est capable de produire un paix qui dure 10 secondes. Alors, comptez jusqu'à 10, vous allez voir, c'est très long. Ah, c'est bon. Et ce paix-là, c'est le bruit que fait un drap en se déchirant. Wow. C'est vraiment son C'est tube. maintenant 10 secondes. Alors, il sait aussi, il peut éteindre des bougies en pétant. Ah non, mais écoutez, c'est quand même un miracle.